Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici le titre de l'actualité de ce lundi 16 décembre. Les députés nationaux et sénateurs ont été congédiés ce 15 décembre, la fin de la session budgétaire étant arrivée à grands pas. Les deux chambres du Parlement ont salué la production législative ainsi que le contrôle parlementaire avant d'aborder quelques sujets d'actualité. Tout le corps diplomatique à Kinshasa est sensibilisé sur le processus de Luanda et l'attitude belliciste du président rwandais. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie avait une communication à son intention ce lundi. En nouvelle élection à Yakoma et Massimanimba, le résultat provisoire a été publié ce lundi. Déjà, depuis ce matin, les bureaux de vote de la cité du territoire de Massimanimba ont affiché les résultats obtenus par chacun des candidats et ont participé à ce scrutin. Nous y reviendrons. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Les députés nationaux sont depuis hier en vacances parlementaires après la clôture de la session de septembre 2024. Session essentiellement budgétaire avec le vote de la loi des finances 2025 telle qu'harmonisée par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Annie Balaka. À l'Assemblée nationale, les rideaux sont tombés le dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative des textes de loi et du contrôle parlementaire. Cet projet de loi autorisant la ratification d'accords et traités conclus entre la République démocratique du Congo et d'autres États ainsi qu'organismes divers. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Le projet de loi d'habilitation du gouvernement relatif à 8 accords à ratifier et projet de loi. Les mots du professeur Vital Kamerhe se sont également apaisantis sur la situation globale de la ville nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de déclarer close la session ordinaire de septembre 2024. Avec Dieu et notre volonté politique inébranlable, nous allons rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse, son rôle naturel de moteur du développement de l'Afrique et donner à nos populations un Congo véritablement prospère et fera beau vivre. Signalons que bien avant la clôture solennelle de cette session qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite des travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat, place par le président des deux chambres du Parlement relatif au projet de loi des finances et 25. Session de septembre clôturée, les députés nationaux n'ont pas manqué de s'exprimer. Eh bien, ils l'ont fait au micro de Blaise Boko Kassanza. De veiller à ce que le budget soit exécuté tel que voté. Vous savez, le budget est une loi et une loi doit être appliquée, elle doit être respectée. Et nous, en tant qu'ECOFIN, sous le leadership de notre bureau, nous allons effectivement mener ce contrôle budgétaire. C'est un devoir constitutionnel, c'est une compétence constitutionnelle. Nous devons, trimestre par trimestre, évaluer le niveau d'exécution du budget de l'État pour mettre fin à ce que nous avons vécu dans le temps. Et je pense qu'avec l'appui du bureau, avec l'appui de la plénière, la commission ECOFIN va se mettre à l'œuvre et faire son travail. Il y a eu des avancées très significatives et ces avancées-là, je pense que prochainement, ça pourra régler beaucoup de questions pour la République, de manière financière, bien sûr. Kasongolou est enclavé. Kasongolou n'a pas de route, même de dessertes agricoles. Kasongolou, il n'y a même pas de pont, il n'y a pas de bacs, parce que nous avons de grandes rivières. Ailleurs, on appellerait ça des fleuves. Et cette loi a tenu compte, n'est-ce pas, de secteurs vitaux de notre nation. Ça veut dire
l'éducation, la santé, la défense, la recherche scientifique. Bref, tous les secteurs vitaux ont été pris en compte. Et nous espérons que le chef de l'État va promulguer la loi de finances avant la fin de cette année. Au président qu'il puisse nous aider avec tous ceux qui sont morts à l'Est, surtout là où il y a les massacres et à Gogo, là où on ne prend plus de morts, aujourd'hui au tas de morts, qu'il puisse nous aider, parce qu'il y a une démarche qu'on avait déjà commencée. Il faut nous avons écrit au ministre des Droits humains pour qu'il puisse faire justice à ces gens-là. Parce que ces gens, ils sont morts, ils sont nos compatriotes. Un jour, si nous aujourd'hui nous ne pouvons pas réclamer, mais il y aura des enfants qui viendront réclamer qu'on a déjà perdu au tas de millions de morts. Maintenant, il faut qu'on laisse à justice. Et à l'instar de la Chambre basse du Parlement, la Chambre haute a aussi clôturé officiellement sa session ordinaire de septembre. On retiendra de cette session l'adoption de quelques projets de loi, comme le projet de loi portant reddition de comptes 2023. Junior Piana, Janine Kalinga, bienvenue au Salah. 12 lois ont été votées au cours de la session budgétaire de septembre 2024, dont la loi des finances rectificative 2024 et le projet de budget 2025. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a dans son discours de clôture de cette session salué l'importance des travaux réalisés. Il a félicité les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières enchaînées notamment au cours de la dernière semaine de cette session. L'honorable président a par ailleurs loué l'abnégation avec laquelle les personnels politiques, administratifs et techniques du Sénat ont concouru dans la réalisation des missions constitutionnelles assignées à la Chambre haute du Parlement. Poursuivant son speech, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde a énuméré les 12 projets de loi votés durant cette session, en l'occurrence les projets de loi sur la convention des crédits syndiqués, l'habilitation du gouvernement et le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor des Lobito. Pour le projet de loi de finances harmonisé de l'exercice 2025, 79 membres ont pris parole. 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le projet de loi de finances de l'exercice 2025. Mes sincères félicitations et remerciements à tous. S'exprimant sur l'actualité qui défraye la chronique autour de la révision ou les changements de la Constitution de la République démocratique du Congo, le président Sama-Lukonde a indiqué que la Chambre des sages est prête à accompagner le président de la République dans sa vision et que tout autre commentaire à ce sujet était inopportun. Au chapitre des vacances parlementaires, il a demandé aux honorables sénateurs d'aller palper les réalités de leur population dans leurs circonscriptions électorales respectives et de rendre les rapports à l'ouverture de la prochaine session prévue en mars 2025. Tout à fait autre chose à présent. Repenser la RDC, les étudiants congolais moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat. C'est sous ce thème que le colloque ESU 2024 a ouvert ses portes au centre financier de Kinshasa sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Pompo Omba, Chimène Dondo et Djoukoukou. L'inadéquation entre le nombre d'étudiants formés et le besoin du marché de l'emploi. Longtemps présenté comme blocage au développement, le gouvernement vient de trouver un couloir capable de solutionner cette difficulté. Ces colloques, organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, visent à initier le jeune au développement du secteur agricole. Notre pays, qui regorge une forte proportion des jeunes universitaires et sans emploi, s'inscrit en droite ligne dans la stratégie globale qui encourage le développement du secteur entrepreneurial agricole ou de services par les jeunes. Il y a lieu de relever d'abord que la loi cadre numéro 14004 du 11 février 2014 de l'Éducation nationale prévoit en son article 172 que les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Cette disposition est la preuve
que notre cadre juridique offre la souplesse nécessaire pour intégrer l'éducation et l'entrepreneuriat dans la dynamique du progrès socio-économique. Devant un public en majorité estudiantin, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a remercié la chef du gouvernement pour son implication personnelle dans l'intégration de la jeunesse dans les initiatives visant le développement économique du pays. Nous devons tous, chacun en ce qui le concerne, nous engager à promouvoir des initiatives qui permettront non seulement à nos jeunes d'accéder à une éducation de qualité, mais aussi à une formation professionnelle pertinente, tournée vers les opportunités d'emploi, à générer par soi-même en vue de rendre autonomes ces cadres de demain, mieux aujourd'hui, déjà du fait de l'entrepreneuriat. Ces assises placées sous le thème « Repenser la RDC », les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat, ont connu également la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de Petites et Moyennes Entreprises et celui de la Recherche scientifique et innovation technologique. Parlons à présent de ce rendez-vous manqué de Luanda entre le président congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lorenzo dans la logique du processus de la paix. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a échangé avec les diplomates accrédités à Kinshasa face à cette énième impasse que vient de créer le chef de l'État rwandais. Elle a dit au micro de Edith Chala. Je voudrais réitérer et clarifier que la République démocratique du Congo s'est concentrée ces derniers mois sur le processus de Luanda. Pourquoi ? Parce que c'est un processus qui vise à mettre fin aux tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tensions qui se manifestent à travers la violation de notre intégrité territoriale. Et donc pour nous, ça a toujours été une priorité de rétablir d'abord notre intégrité territoriale, afin aussi de pouvoir mieux mener et entreprendre les objectifs du processus de Nairobi. Donc nous avons gardé le cap sur le processus de Nairobi, même s'il n'a pas été aussi visible. À cet effet, le président de la République a aussi eu l'occasion d'échanger hier à Luanda avec le facilitateur du processus de Nairobi, entre autres aussi sur le parrainage institutionnel, si vous voulez, du processus de Nairobi. Et tenant compte du fait que celui de Luanda est sous examen, parce que c'est un processus congolais, donc nous avons émis ce vœu et cette priorité, et nous sommes confiants que ceci va se matérialiser incessamment, et que cela va contribuer justement à un processus de Nairobi plus dynamique et en synchronisation. Et avant d'être en face des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités à Kinshasa sur le processus de Luanda, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères était aux côtés de son collègue de la communication et des médias pour un briefing presse. Jacques Kababa. À la suite de l'annulation de la tripartite entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et João Lourenço de l'Angola, prévu le dimanche 15 décembre 2024 à Luanda, le gouvernement congolais a fixé l'opinion sur l'échec de cette rencontre qui devait aboutir à une solution de la guerre d'agression rwandaise. Au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka Temboué, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba a dressé l'historique du processus de Luanda et donné des perspectives de ces processus de paix initiés par l'Union africaine et soutenus par les conseils de sécurité des Nations Unies. Nous constatons toujours la posture du Rwanda et je pense que cela édifie notre compréhension de la partie rwandaise dans sa posture de négociation. Surpris, non, nous ne l'étions pas, parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, les discussions étaient extrêmement difficiles et pénibles. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociation, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda.
À la question de savoir ce qui explique les refus du dirigeant rwandais de se rendre à Luanda, Patrick Muyaya a estimé que Paul Kagame a peur de participer à la signature de l'acte de mort du M23, donc il est le créateur. Si moi je dois vous répondre, c'est parce qu'il refuse de voir la mort de sa créature, parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que le M23 en réalité n'existe pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage d'une ressource. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois, la guerre elle est économique, les mobiles qui sont poursuivis par le M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Kigali a démontré encore une fois à la face du monde sa paternité au mouvement terroriste M23. Entre paix et M23, l'homme des 1000 collines a choisi le M23. Kinshasa ne négociera jamais avec les terroristes. Les pays de Patrice Emery Lumumba demeurent actifs sur tous les fronts pour ramener la paix durable dans la partie est de la RDC. Nous allons à présent feuilleter quelques feuilles de ce recueil des arrêts de la Cour constitutionnelle qui a été porté sous le fond baptismaux par la présidente de la Haute Cour de justice béninoise, Dandi Namou. La cérémonie a eu lieu samedi au Fleuve Congo Hotel en présence du président Dieudonné Kamoleta. Edik Tchala. C'est un ouvrage de plus de 400 pages retraçant 65 différents arrêts rendus par la Haute Cour entre 2022 et 2023. Il s'agit d'un recueil outil destiné à la population et aux autorités publiques administratives, judiciaires, civiles et militaires afin de connaître la position de la Cour en rapport avec les questions de droit majeur, particulièrement celles sujettes à débat et à controverse ou celles possédant une forte charge politico-institutionnelle. Il permet d'appréhender la contribution de la Cour par ses arrêts dans la construction d'une mentalité et d'une rationalité constitutionnelle, la consolidation de certains référents constitutionnels et l'appropriation de la justice constitutionnelle, socle et rempart d'une démocratie à vocation constitutionnelle. Cette cérémonie était l'opportunité pour Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, de rendre un vibrant hommage aux juges de cette haute institution judiciaire pour leur sens élevé de patriotisme. Une très longue vie à tous ceux qui ont travaillé à ce que ce bulletin existe et que cette œuvre continue de perdurer jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez qu'on est là encore pour longtemps pour que la justice triomphe toujours. Et puis le baptême lui-même de l'ouvrage par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Madame Dandi Namou, n'a pas tari d'éloge à cet ouvrage, tout en souhaitant la pérennité de cet exercice intellectuel. Le clou de la cérémonie, c'est la dédicace du livre par le président de la Cour constitutionnelle, moyennant une contribution, l'œuvre scientifique n'ayant pas de prix. Et en santé, au total, 6 maladies, la drépanocytose, le diabète, le VIH, le sida et bien d'autres. Eh bien, si vous voulez connaître votre état sérologique, 3 sites sont retenus. Vous pouvez vous rendre soit sur la place des Huileries, soit au rond-point des Huileries ou à la place des Évolués, la place commerciale 7e rue Lumété. La fondation Denise Nyakirou Tshisekedi, en collaboration avec SEM, vient de lancer une campagne de sensibilisation. Yvette Makuntima. Une action des plus pour sauver des vies. La fondation Denise Nyakirou Tshisekedi propose du 16 au 19 décembre 2024 aux populations exposées aux médicaments contrefaits et éloignées du système de santé un ensemble de services complets et intégrés comprenant l'information, la sensibilisation aux facteurs des risques ainsi que les conseils de dépistage du VIH, de l'hépatite B, du diabète, de l'hypertension et de l'anémie. Le principe est simple, lorsqu'une personne arrive, nous lui donnons les informations sur cette maladie et aussi après il aura la possibilité de se faire dépister par rapport à cette maladie et donc à la fin du parcours il y a des médecins qui sont là pour pouvoir donner des conseils.
organisé en collaboration avec Caravane Santé Afrique. Ajoutez à cela les consortiums des ONG françaises, les entreprises du médicament, la santé en entreprise et le ministère de la Santé publique. Et la fondation de la première dame de République démocratique du Congo a ceci particulier de poursuivre plusieurs objectifs, et notamment évidemment la santé de la femme, mais aussi l'indépendance financière notamment des femmes. Ce sont des sujets qui nous parlent évidemment. Dans la pratique, à chaque étape, les dispositifs mobiles sera déployé et les actions seront réalisées sur les sites par une équipe de professionnels de santé. Demain, nous sommes encore ici, mais le mercredi, nous sommes au rond-point des Huileries. Et le jeudi, nous terminons par la place commerciale 7e rue Limitée. La présente caravane est une nouvelle approche imprimée par la première dame Denise Nyakuru Tshisekedi dans l'optique d'offrir un accès aux vulnérables et à un large éventail de produits pharmaceutiques de qualité pour une prise en charge sanitaire selon les normes. Concours national d'admission aux écoles militaires à Kinshasa, les épreuves ont été lancées par le lieutenant général Roi Bassira, commandant général des écoles militaires. Regardez. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant général Rubassira Ruumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sepambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ces concours, le commandant général des écoles militaires appelle à plus de représentativité féminine. Donc aujourd'hui, comme je le dis, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Quelques candidats se sont exprimés au terme des épreuves. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Ce que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce et tous on va réussir. Les examens sont bien déroulés, on a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Je demande à tous les chefs qui ont la bonne foi de servir la nation qui viennent. Il est temps. Parlons énergie où 1500 ménages et services religieux vont bientôt bénéficier d'une desserte en électricité de qualité. Les travaux de la SNEL SA dans la localité de Linfou, dans le Congo central, évoluent à grands pas. Yvette Makuntima. Les projets de l'électrification des localités de Maïdi, Ngeba et Linfou dans le Congo central a atteint sa vitesse de croisière. Après les localités de Maïdi et Ngeba, dans les territoires de Kisantou, un peu plus loin à Linfou, les travaux de construction de la première cabine touchent déjà à leur fin de l'autre côté. Le montage de poteaux s'est fait dans l'enceinte de la paroisse Saint-Henri de Linfou. 3 cabines de 400 kVA en raison de 1200 kVA vont desservir 1500 ménages en énergie électrique. Produite par la SNEL SA, l'hôpital d'Ntingantembo et les petits séminaires de Linfou y compris. Malgré l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 16, les techniciens de la SNEL SA surmontent ces écueils. Parmi les bénéficiaires, l'on note la paroisse Saint-Henri et les petits séminaires de Linfou. Les séminaires fonctionnent avec des groupes électrogènes, n'a pas d'électricité. Et maintenant que le gouvernement a pensé à électrifier la cité de Linfou, d'office, nous aussi, nous serons les grands bénéficiaires de ce projet-là. Et c'est pour cela, nous disons un grand merci aux initiateurs de ce projet, un grand merci au chef de l'État. Linfou, c'était hier un rêve que vient aujourd'hui une réalité. Et les travaux avancent normalement et dans quelques jours, Linfou sera éclairé. Avant la fin de cette année, la localité de Linfou, du moins sa population, va s'habituer avec le bienfait de l'électricité dans les quotidiens. Projet de numération des soins obstétricaux et néonatals dans la province de Kwangu. Les hôpitaux nouvellement construits bénéficient de fonds de contrepartie. Chez Mendondo.
C'est dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-Japon, le ministère du Plan et de la coordination de l'aide de développement à travers la direction du secrétariat de fonds des contreparties assure le financement de micro-projets de développement communautaire selon leurs partenaires. Le fonds des contreparties sont les ressources financières générées par la vente de produits cédés à titre de dons en RDC par ses partenaires dans le cadre de la coopération structurelle. Après tant de difficultés qu'avaient les hôpitaux de la province de Kwango et les soins de qualité, offrir aux enfants et aux femmes enceintes, aujourd'hui, ils ont un édifice spécial pour remédier à tous ces problèmes. Tout cela a été possible grâce à l'appui du fonds de contrepartie et du ministère du Plan. Nous avons trouvé que le projet a été exécuté conformément aux dispositions contractuelles. Sur les 6 centres, nous avons visité 3, mais ça nous donne l'image de ce qui a été fait et nous pensons que le projet en vaut la chandelle. Les bénéficiaires de ces dons n'ont pas manqué le mot. La zone de santé de Kenge tient à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour son initiative santé universelle et la gratuité à la maternité. Rappelons que la SOIC développe des solutions innovantes pour fournir des soins de santé de qualité à toutes les mères et à tous les enfants d'Afrique en général et de la RDC en particulier. Et rendons-nous en Belgique où une Congolaise vient de porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Chancelvi Okito Kanjo a été élue échevine en Flandre lors des dernières élections municipales. Et elle a été honorée par le consul général de la RDC à Anvers, Pacifique Luabea, Erudis Kitutu et Lolita Kaya. Députés conservateurs, les Flamands de Dennerle ont jeté leur dévolu sur la candidature d'origine congolaise aux dernières élections communales. Le consul général d'Anvers, Pacifique Luabea, a tenu à l'honorer ainsi que sa famille. Nous sommes très fiers de cette élection de Madame Chancelvi Okita Kanjo. Et c'est la toute première échevine d'origine congolaise, ça il faut le signaler, à être élue. C'est une bonne ambassadrice pour nous et donc nous sommes là en tant que consulat général. Nous allons justement l'accompagner dans sa mission et voir ensemble ce qui est possible d'être fait sur des questions d'intérêt commun entre la Flandre et la République démocratique du Congo. Être la première échevine d'origine congolaise est une responsabilité. La mère de Chancelvi, qui l'a soutenue et accompagnée pendant tous les processus, en est consciente. C'est une grande responsabilité pour elle, pour le pays, pour les enfants du pays qui sont derrière elle. Chancelvi Okita Kanjo se dit prête à affronter tous les défis et faire honneur à son Congo natal. Je me suis lancée dans ma carrière politique à 26 ans et que je me suis présentée pour les élections communales en 2018 et que j'ai été élue la première fois étant la seule noire, la plus jeune et que j'ai pris mes fonctions ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui à être échue. Il y a une grande communauté d'origine congolaise, c'est la plus grande d'ailleurs, communauté à Denderlecht. La réception s'est terminée par la remise du cadeau de la représentation diplomatique de la RDC Anvers et la séance des photos. Revenons à Kinshasa, elles sont toutes issues du milieu urbano-rural. 150 femmes désœuvrées ont achevé leur formation en coupe et couture, esthétique générale et transformation agroalimentaire et ont reçu les kits métiers qui vont leur permettre de démarrer une activité socio-économique et devenir indépendantes financièrement. Une trouvaille de la Fondation Grâce à ma mère de Madame Julie Sueli. Guylaine Kassou. C'est pour la 6e fois consécutive que les femmes désœuvrées de Kinshasa bénéficient de l'œuvre philanthropique d'Ogram Grâce à ma mère. Plus de 150 femmes issues des milieux urbano-ruraux ont bénéficié gratuitement de 4 mois de formation, dont 3 filières, à savoir coupe et couture, transformation agroalimentaire et esthétique générale grâce au financement de l'Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Formation terminée, elles ont reçu solennellement les certificats mais aussi les kits
des métiers de réinsertion socio-professionnelle économique. Grâce à ma mère, dirigée par Madame Julie Suelemanika, veut ainsi contribuer significativement à l'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo et à la lutte contre la pauvreté et la précarité excessive en milieu urbano-rural. Julie Suelemanika s'est exprimée en ce terme. Cette cérémonie est une grande satisfaction pour nous. Nous avons pu finir au bout de 4 mois avec 144 qui ont bénéficié de leur kit métier de démarrage, ce qui va leur permettre de créer des activités génératrices de revenus. Pour le responsable régional de services humanitaires de l'Église de Jésus-Christ du Saint des derniers jours, Didier Moutombo, ce programme de formation se veut une réelle voie de sortie de la pauvreté. Et le choix de la Fondation Graham se justifie par son sérieux et sa rigueur. Le représentant payé de l'UNFPA, lui, a eu des mots justes pour encourager, grâce à ma mère, pour cette 6e édition pour l'autonomisation de la femme, l'un des piliers du système des Nations Unies. Grâce à ma mère, milite pour l'autonomisation économique des femmes par la création des activités génératrices de revenus, les renforcements des compétences et des capacités en vue de briser le cycle de la pauvreté et la vulnérabilité chez les femmes. Et pour finir, en nouvelles, les embouteillages de ce dernier temps dans la capitale inquiètent tout citoyen et mettent à mal la mobilité urbaine. Il est de la responsabilité de chacun de participer à la recherche de solutions. G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulesi Massamba dispose de ce point de vue. Les jeunes gens anciennement Kuluna, aujourd'hui convertis par un travail titanesque de sensibilisation et d'encadrement qui peuvent aider à la fluidification de la chaussée constipée. Eh bien, vous suivrez juste après ce journal une page magazine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Matete, à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Inch'Allah.